messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de 15h de ce jeudi 19 novembre 2015. Au sommaire de l'actualité, une délégation du Fonds saoudien pour le développement reçue par le secrétaire d'État à la jeunesse au sport. Et au Nigeria, le nord-est du Nigeria frappé par des attentats en 10 jours. Bienvenue à tous et merci de nous rejoindre. Le secrétaire d'État à la jeunesse au sport, Badoul Hassan Badoul, a reçu ce matin dans son cabinet la délégation du Fonds saoudien de développement composée du directeur général adjoint Fawzi Oulian Al-Saoud et du conseiller Abdullah Al-Rumeh. Cette réunion avait pour objectif une mise en point de l'évolution des travaux de plateformes sportives construites tant dans la capitale que dans les régions. D'emblée, le secrétaire d'État Badoul Hassan Badoul a remercié la délégation pour sa visite qui doit tendre vers un échange et une concertation sur l'état d'avancement des travaux. Après un échange de points de vue, les responsables sont dissatisfaits des déroulements des travaux. Par ailleurs, une équipe du secrétariat d'État à la jeunesse au sport composée de hauts cadres du département, accompagnée d'une délégation du Fonds saoudien de développement, avait effectué hier une visite sur le terrain des plateformes pour constater l'avancement des travaux. En effet, les Fonds saoudiens de développement finançant ces programmes de plateformes est à Djibouti depuis quelques jours pour s'entretenir avec les différents responsables concernés. Autre nouvelle du pays, le secrétaire général du ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Environnement, Dina Abdallah Omar, a présidé mercredi 18 novembre 2015 l'ouverture de l'atelier national de sensibilisation environnementale destiné aux ulémas en présence le secrétaire général du ministère du Bien Warf et des représentants de l'organisation régionale pour la conservation de l'environnement de la mer Rouge et du golfe d'Aden. Le conseiller technique du ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Environnement, Aden Hassan Elmi, l'ensemble des imams ainsi que de représentants des écoles islamistes à Djibouti. Les points avec Hussein Aoulet. L'environnement de Djibouti est un patrimoine national à partie intégrante du patrimoine mondial. Sa préservation constitue de ces faits un intérêt primordial à l'échelle locale, nationale, régionale et internationale pour garantir les besoins des générations actuelles et futures. La préservation et protection de nos ressources environnementales passe nécessairement par la sensibilisation des acteurs clés comme les oulémas. Durant les 2 jours d'atelier, les oulémas ont pu voir que l'islam est à la pointe de la protection de l'environnement et ont pris par la suite la décision d'agir en fonction des valeurs inculquées par le Saint-Coran afin de contribuer activement à la préservation de cet environnement. Face à l'environnement, aux ressources et aux conditions de vie, autant l'islam adopte une attitude fondée sur la protection et l'interdiction de la dégradation, autant il prône également l'édification, l'établissement et le développement. À l'issue de l'atelier, il a été convenu du rôle fondamental que les oulémas et les imams ont à jouer dans la protection de l'environnement et du développement durable au sein de la société. Dans un mot prononcé à cette occasion, le secrétaire général du ministère de l'Environnement, Dina Abdallah Omar, qui préside cet atelier, a exhorté tout un chacun à se consacrer pleinement à toutes les étapes de cet atelier et de tirer le maximum de profit de l'expérience de différents présentateurs. À l'issue de son intervention, le secrétaire général a remercié le PERSCA qui appuie depuis de longues années les activités de protection et de préservation de l'environnement marin et côtier. L'atelier qui nous réunit aujourd'hui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme national de sensibilisation à l'environnement marin et côtier, qui a été adopté en 2012 par le Conseil ministériel du PERSCA et dont l'objectif ultime est de sensibiliser les communautés côtières dans la région de la mer Rouge et du golfe d'Aden sur l'importance et la nécessité de préserver nos ressources environnementales. Aussi, cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du renforcement des capacités des oulémas en matière de sensibilisation à l'environnement et assure leur contribution afin de mettre en place à l'échelle nationale une culture environnementale citoyenne. Autrement dit, cet atelier est une occasion privilégiée pour informer et sensibiliser les oulémas et les imams qui vont transmettre ce message au grand public, notamment ceux qui fréquentent les mosquées, sur l'importance de la conservation de l'environnement.
C'est aussi l'occasion de s'interroger sur les enjeux liés à la protection de cet environnement marin et la préservation des espèces, ainsi que d'adopter les réponses tirées de nos ressources religieuses à ces questions. Dans le cadre du renforcement du réseau pédagogique avec les académies de notre région, le directeur de l'Institut des études diplomatiques, Moussa Ali Megak, accompagné du sous-directeur chargé de la programmation des formations et du perfectionnement, Dahir Merane, s'est rendu du 16 au 18 novembre 2015 à Arusha en Tanzanie pour la signature d'un accord de partenariat avec le directeur général des Southern and Southern Africa Management Institute, le professeur Bernard Miabe. Cette volonté de multiplier les partenariats avec les institutions académiques de haut niveau correspond à la vision qui est à la base même de la création de l'IED, d'être une institution d'excellence qui dispose d'un enseignement de qualité. En effet, un tel partenariat est en mesure de répondre aux défis pédagogiques et institutionnels auxquels l'Institut s'attelle à résoudre afin d'épouser véritablement ses ambitions d'institution de formation pour les pays membres de l'IGAD. Écoutez le détail dans ses commentaires. Je vous rappelle que l'ESAMI est une institution de formation appartenant à 10 pays de l'Afrique orientale et australe, à savoir le Kenya, le Malawi, le Mozambique, la Namibie, les Seychelles, les Swaziland, la Tanzanie, l'Ouganda et le Zimbabwe. Et a pour mission de renforcer la capacité des acteurs publics, parapublics et privés des États membres à formuler, concevoir et mettre en œuvre des politiques économiques, commerciales et sociales à travers des cycles de formation adéquates de courte et moyenne durée. Dans son entretien avec son homologue, le directeur Moussa Ali Megak a exposé en détail les objectifs et missions assignés à l'IED, à savoir devenir un centre d'excellence pour la formation des diplomates et au cadre des pays membres de l'IGAD. En renforçant les acquis et les connaissances techniques de nos diplomates, nous espérons donner un nouveau souffle aux efforts consentis par nos pays dans le cadre du processus d'intégration économique et régionale, a déclaré Moussa Ali Megak. Le directeur de l'IED s'est réjoui des réalisations de l'ESAMI et de sa longue et riche expérience en termes de formation, couvrant un nombre important de domaines dont notre région pourrait en bénéficier. Le directeur a ajouté que l'ESAMI est un modèle d'institution de formation qui a fait ses preuves et auquel nous allons nous inspirer pour le développement de notre institution. Le directeur général a également manifesté sa disponibilité à coopérer d'une manière étroite avec l'IED de Djibouti. Enfin, l'IED, cette mission a été à la concrétisation d'une vision tracée par le chef de l'État, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, qui a toujours encouragé que notre institution partage son expérience et échange son expertise avec les institutions similaires de notre continent. Également dans l'actualité, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Djibouti auprès de l'Arabie Saoudite, Diadine Saïd Bamakrama, a été reçu hier par son Excellence M. Abdel Jubeir, ministre des Affaires étrangères en Arabie Saoudite. La discussion portait sur les relations bilatérales qui lient les deux pays frères et en particulier les suivis des résultats de la visite officielle de son Excellence Ismaël Omar Guelleh, le président de la République de Djibouti à Riyad. La situation dans la région était parmi les points évoqués entre les deux responsables. Toujours dans le nouvelle du pays, le Haut Conseil islamique du ministère des Affaires musulmanes, de la culture et des biens Warf a organisé ce matin dans son nouveau siège dans la mosquée citée à la cité Gachamale une cérémonie de remise de livres saints, Coran et des savoirs religieux et culturels à la direction des bureaux régionaux du ministère. Écoutez ce commentaire. Présidé par le secrétaire exécutif du Haut Conseil islamique, M. Abdissalam Farah, en présence notamment du directeur du bureau régional du ministère, M. Okiye, ainsi que plusieurs cadres du ministère. Cette initiative s'inscrit dans le cadre des efforts entrepris par le Haut Conseil islamique pour renforcer les rôles majeurs des oulémas au sein de la société djiboutienne. La direction du bureau régional salue les démarches du ministère qui visent à développer des rôles des oulémas et des imams de mosquées, notamment dans la région de l'intérieur. Dans une brève allocution, le secrétaire exécutif du Haut Conseil islamique, M. Abdissalam, affirme l'importance que revêt cette cérémonie consacrée à la remise du livre saint
et d'autres manuels religieux et culturels aux directions des bureaux régionaux pour être redistribués aux oulémas de la région de l'intérieur. Monsieur Abdessalam a rappelé que cette geste intervient dans le cadre des activités du Haut Conseil islamique, du ministère des Affaires musulmanes et de la culture des biens Warf, pour améliorer, garnir en manuel les bibliothèques privées et élever ainsi les capacités et les compétences des hommes religieux dans notre pays. Il a enfin indiqué que le Conseil islamique a été créé en 2004 par décret présidentiel dans le cadre des initiatives du chef de l'État pour rehausser encore plus la capacité des oulémas et de la qualité du savoir religieux. On marque une petite pause pour vous transmettre le adhan de la prière Al-Asr. On se retrouve juste après l'adhan. Nous revoilà donc pour suivre ce journal Direction du Sud. Dans le cadre du programme de promotion et de protection des droits humains, les comités de gestion communautaire de la localité d'Assamo, en partenariat avec l'UNFD, Union nationale des femmes djiboutiennes, a organisé hier matin à Assamo un atelier de débat général sur l'abandon total de toute forme d'excision. Les commentaires de Hamza Mohamed. Durant le débat destiné pour les hommes de cette localité, les participants se sont penchés sur la meilleure façon de bannir le MGF en utilisant le point moral de sensibiliser la population sur les effets désastreux de mutilation génitale féminine. Le coordinateur du comité de gestion communautaire d'Assamo, Dahir Obsiye Aouled, et Mariam Kako Ali, ainsi que Madame Halima Nour, superviseur du programme pour l'UNFD, ont expliqué aux participants les conséquences du MGF à court et à long terme pour les femmes sont innombrables. Risque d'infection locale, rétention d'urine, obstruction de l'écoulement des menstrues menant à des infections fréquentes des voies génitales. À noter que le combat des autorités djiboutiennes contre les mutilations génitales féminines ne date pas d'hier et Djibouti figure parmi les pays les plus avancés en matière de mise en vigueur des mécanismes institutionnels d'abandon des pratiques néfastes dans le MGF, avec la création du Comité national de lutte contre les pratiques traditionnelles néfastes, la signature de la Convention des droits de l'enfant par la République de Djibouti, ainsi que la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et la mise en application de l'article 333 du Code pénal. Après le sud, direction au nord du pays. Dans le cadre de la lutte contre la cécité des Lions Club de Djibouti organise et sponsorise en collaboration avec le ministre de la Santé une caravane de consultations ophtalmologiques et de chirurgie de cataracte gratuite dans les régions de l'intérieur. Le préfet de la région de Tadjoura, Abdulmalik Mohamed Banoita, s'est rendu au centre médico-hospitalier de Tadjoura et est accueilli par les docteurs Broré et d'autres médecins-chefs. Dr Broré lui a tout expliqué les bons fonctionnements de Lions Club. Les activités ont débuté le 14 novembre 2015 et se poursuivront jusqu'au 20 dans la région de Tadjoura. Une équipe dirigée par Dr Issa Abdi Broré, médecin-chef de l'hôpital de Balbala, qui a consulté plus de 200 patients, dont 21 ont été retenus pour la chirurgie de la cataracte. Les patients opérés ont tous bénéficié des traitements post-opérés en colure. Tous les patients visant en consultation ont tous bénéficié de traitements de lunettes en vision de près pour les patients âgés de plus de 35 ans et des corrections optiques et des traitements pour les patients en âge scolaire. Le suivi sera assuré par un technicien supérieur en ophtalmologie pour une période d'une semaine. Enfin, le préfet Abdulmalik Mohamed Banoita a remercié Lions Club et le ministère de la Santé. Au médecin et à son équipe, ainsi que le ministère de la Santé qui a facilité, et le Lions Club qui va fêter, je pense, ses 150e anniversaire. Donc, merci encore. Un avis de recherche pour clore les nouvelles du pays. Une petite fille qui est portée disparue depuis ce matin a été retrouvée par la police stationnée devant l'hôtel Sheraton. Cette petite fille s'appelle Habsa Mohamed Ibrahim. Le nom de sa mère est Hawa Hassan Awale. Elle serait vendeuse de pain devant l'école Hayat Saïd. Elle est en première année à l'école anglaise privée Bismillah qui se trouve à Balbala. D'après cette petite fille, elle habiterait à Ali Goubé dans la commune de Balbala, plus précisément dans les quartiers T3. Toute personne qui connaîtrait cette petite fille est priée de la récupérer au commissariat central.
Et pour l'actualité hors de nos frontières, les derniers cas connus d'Ebola en Guinée, une petite fille de 3 semaines dont la mort était décédée, puis après l'avoir mise au monde, est officiellement déclarée guérie. Écoutez ce commentaire. Elle est tombée lundi dernier directement de l'Organisation mondiale de la santé et de Médecins sans frontières. La petite fille dernier cas connu d'Ebola en Guinée, née d'une mère de 25 ans touchée par le virus, puis décédée après avoir mis au monde son enfant le 27 octobre dernier, est désormais hors de danger. Le dernier test sur la petite fille a été fait lundi et elle a été déclarée guérie. Elle ne présente plus aucun signe négatif. C'est félicite une source de l'OMS qui a précisé que le nouveau-né avait été prénommé Nobia, du nom de l'infirmière qui a aidé sa mère à accoucher. Nobia a bien répondu au traitement, s'est également réjoui Laurence Saïli, coordinatrice d'urgence pour MSF en Guinée. La responsable de MSF a ajouté, je cite, « Nous sommes contents qu'elle ait été testée négative, mais comme il s'agit d'un premier bébé contaminé à avoir guéri, elle continuera à recevoir un soutien médical et spécialisé avant de retourner chez elle. » C'est d'ailleurs au centre de traitement d'Ebola de MSF à Conakry que Nobia était soignée depuis sa naissance. La fin de l'épidémie pourrait être déclarée dans le pays fin décembre. 42 jours, c'est-à-dire 2 fois la durée maximale d'incubation du virus. Après le second test réalisé sur Nobia, et si aucun autre cas ne devrait être signalé d'ici là. En des jours, des attaques de grande ampleur ont endeuillé des grandes villes du nord-est du pays, Yola dans l'Adamawa, mardi 17 novembre et Kano, le mercredi 18 novembre. Au total, en des jours, 47 personnes ont perdu la vie. Ces attaques récurrentes surviennent alors que l'armée nigériane a délogé les djihadistes du groupe État islamique en Afrique de l'Ouest, ex-Boko Haram, dans les principales villes et villages du nord-est du pays. Le détail dans ses commentaires. À Kano, ce sont 2 adolescentes qui se sont fait exploser en plein milieu d'après-midi au marché des téléphones portables. L'une se situe à l'entrée et l'autre à l'intérieur du marché, rapporte la police. Les commerçants, eux, décrivent 2 jeunes filles portant un hijab. En juillet dernier, ces scénarios s'étaient produits à 4 reprises avec encore une fois des jeunes filles utilisées comme kamikazes. À Yola, dans l'est du pays, c'est une bombe qui a visé une foule de personnes qui sortaient de la mosquée après la prière du soir. De son côté, l'armée affirme avoir arrêté cette semaine au moins 3 présumés leaders de Boko Haram et détruit plusieurs armes et laboratoires servant à fabriquer des roquettes. Et en France, 8 personnes interpellées, au moins des terroristes tués. C'est le bilan de l'assaut lancé la nuit dernière dans un immeuble de Saint-Denis, aux portes de Paris. L'opération visait Abdelhamid Abaoud, le cerveau présumé des attentats de vendredi dernier. Pendant de longues heures, les unités spéciales de la police et de la gendarmerie ont fait face à un commando lourdement armé étranger dans un appartement. Une femme figure parmi les victimes et elle se serait fait exploser. Écoutons encore les commentaires d'Hamd Mohamed. Le magistrat a indiqué que 7 hommes et une femme sont toujours en garde à vue après leur interpellation dans la matinée. Abaoud et Salah Abdeslam ne figurent pas parmi les 8 gardes à vue, a assuré le procureur de Paris, François Molin. L'incertitude demeure donc sur le sort d'Al-Hamid Abaoud, présenté par François Moulin comme l'inspirateur de nombreux projets d'attentats ou attentats terroristes en Europe pour le compte de l'organisation terroriste. Ce djihadiste pourrait aussi avoir trouvé la mort lors de l'assaut, car un corps criblé d'impacts encore non identifié a été retrouvé dans le décombre. Selon Washington Post, Abdelhamid Abaoud serait mort. 2 anciens agents des services secrets européens l'ont affirmé au journal américain. C'est la fin de ce journal. Reste avec nous pour la minute de focus avec Ferdouz Hussein. C'est juste après 5 minutes de pub. Mesdames et messieurs, bienvenue à nouveau, cette fois-ci dans le focus avec Ferdouz Hussein. Bonjour Ferdouz. Bonjour Asma. Alors Ferdouz, qu'est-ce que tu nous as préparé pour ce focus de ce 15h? Merci.
Bonjour à tous. Pour ce focus de cet après-midi, nous allons parler tout d'abord des attaques de Paris, le sort d'Abdelhamid Abaoud inconnu, identification de corps de Saint-Denis en cours et toujours dans la même optique français, russe, turc, américain, plus soudés que jamais contre l'État islamique. Et parlons-en aussi pour les États-Unis, Barack Obama mettra son veto à une loi limitant l'entrée de réfugiés syriens sur le territoire américain. C'était les titres de ce focus. Pour commencer, nous allons parler de Paris. Au moins 2 personnes ont été tuées pendant l'assaut de la police à Saint-Denis hier soir. 8 individus ont été placés en garde à vue. Abdelhamid Abaoud, Salah Abdeslam ne se trouve pas parmi eux. Abdelhamid Abaoud, parlons-en Asma, l'instigateur présumé des attentats de Paris, ne figure pas parmi les gardés à vue. Selon François Molin, le procureur de Paris, un témoignage fait état de sa présence sur le territoire français. Les terroristes, l'un des terroristes, l'autre Abdeslam, soupçonné d'être l'un des terroristes du 13 novembre, est toujours activement recherché, notamment en Belgique. Les enquêteurs français sont sur la piste d'un deuxième fugitif qui était lui aussi à bord du site noir qui a attaqué les terrasses, bars, restaurants. Il y avait avec certitude, selon les témoins, 3 personnes à bord de cette voiture. Projet de prolongation de l'état d'urgence. Asma, nous allons parler de cette loi qui a été discutée notamment ce matin devant le Sénat. Le projet de prolongation de l'état d'urgence est soumis au vote à l'Assemblée nationale. C'était ce matin en direct avec notamment Manuel Valls et se poursuivra jusqu'à demain. Dans cette loi, notamment la limitation et ce qui va amener la prolongation jusqu'à fin février ainsi que l'élargissement du régime d'assignation à résidence en raison notamment des attentats, aucune manifestation ne pourra se tenir en France durant la COP21. Cette conférence qui se tiendra notamment sur le climat à la fin de ce mois à Paris, organisée du 30 au 11 décembre prochain. La marche mondiale du climat, prévue le 29 novembre prochain, a notamment été annulée. Quant au sort des victimes, les 129 victimes des attentats de vendredi ont tous été identifiées. Il y avait 19 nationalités. Parmi les victimes, sur 352 blessés, 221 sont encore hospitalisés, dont 57 toujours en réanimation. Toujours dans cette même optique, Français, Russes, Américains sont toujours plus soudés que jamais contre l'État islamique. L'aviation française, on le sait, participe aux frappes aériennes en Irak depuis un an. Paris a rejoint la coalition internationale avec la Syrie en octobre, mais depuis, les chasseurs français n'avaient mené que 5 frappes Asma sur ce pays. Les attentats de vendredi ont changé la donne. La France a identifié ces attaques sur le fief de Daesh et notamment à Raqqa lundi devant le congrès des parlements réunis à Versailles. Le président français François Hollande a fait appel à une alliance contre Daesh, d'une nouvelle nature. Unir nos forces, c'est ce qu'il a dit, même avec la Russie, malgré les divergences, et notamment ce qui concerne la vente des ports d'armes qu'il devait vendre, comme il s'appelle, la France devait vendre à la Russie. C'était sur ça et notamment l'embargo instauré par les Européens concernant toujours l'affaire, dans cette même affaire. Mais tous sont soudés pour contrer pour eux l'État islamique qui est devenu une priorité. 4 jours après les attentats de Paris et suite à une conversation au téléphone avec François Hollande, le président russe Vladimir Poutine donnait des ordres à ses militaires pour se coordonner avec les Français. Dans le porte-avions, Charles de Gaulle est attendu en Méditerranée orientale dans les jours qui viennent. Depuis la fin septembre, la Russie mène sa propre campagne de bombardement au soutien au président Bachar el-Assad. Mais depuis la confirmation hier que c'est bien une bombe provoquée le crash du Carter russe dans le Sinaï le 31 octobre dernier, Moscou a encore revu sa stratégie de combat. Le président Poutine s'est montré ferme envers les terroristes de Daesh. Quant à la Turquie a aussi renforcé son combat contre l'État islamique depuis juillet. Asma, ses chasseurs ont commencé à bombarder le groupe en Syrie ainsi que les bases du PKK en Irak. Ankara a également ouvert ses bases aux avions de la coalition menée
par les États-Unis. Turcs, Américains ont annoncé leur opération sur une centaine de kilomètres à la frontière turco-syrienne entre Azaz et Jarablus. Encore sous contrôle de Daesh, et les Britanniques pourraient les rejoindre. Le Premier ministre David Cameron a notamment émis son avis. Il a dit qu'il croyait fermement que les Britanniques doivent agir contre l'État islamique. Il avait déclaré ceci devant les députés britanniques. Il voulait les convaincre de ne plus limiter les frappes britanniques contre l'État islamique à l'Irak. Il l'avait déjà réclamé en mai 2013, mais les attentats de Paris n'avaient pas encore eu lieu. Et pour finir, Asma, nous allons parler des États-Unis. Barack Obama mettra une loi limitant l'entrée des réfugiés syriens. J'en vous le disais avant dans les autres focus que 23 des 55 États américains et notamment presque tous républicains avaient émis certaines règles, lois, prises des mesures pour interdire sur leur territoire l'accès des Syriens. Mais le président Barack Obama mettra son veto à toute loi adoptée par le Congrès limitant l'entrée de ces réfugiés aux États-Unis. Dans la foulée des attentats de Paris, a indiqué hier la Maison-Blanche. Des vies sont en jeu et les États-Unis ont un rôle crucial à jouer face à la crise des réfugiés syriens. Aux yeux des partenaires au Proche-Orient et en Europe, la Chambre des représentants devrait voter aujourd'hui une loi de proposition qui suspend l'accueil de réfugiés en provenance d'Irak. Mais ceci, il y a le FBI et les services de sécurité américains doivent renforcer leurs procédures de vérification des antécédents, ce qui pourrait prendre des mois, voire des années, mais au moins des années, déplorent les élus démocrates. La loi n'interdirait pas définitivement l'admission de réfugiés de ces pays, une sorte de compromis élaboré par les républicains dans le but de rallier les voix démocrates. Elle affaiblirait en toutes les réponses des partenaires au Proche-Orient, en Europe, face à la crise des réfugiés syriens. Et c'est ce qui se passe quand il y a des gens qui veulent aller et que certains essayent de faire la guerre. Il y a des problèmes face maintenant avec Daesh. Et les terroristes et certaines personnes en payent le prix fort, notamment ces réfugiés qui sont en quête d'une vie meilleure dans des territoires qui pour eux sont un havre de paix. Et c'est ce qui cause des problèmes, notamment lorsqu'ils sont refusés par des pays qui pensent qu'ils sont tous terroristes. Merci Firdaus pour tous ces détails. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes sur Télé Djibouti.